Eleven Insiders Party International avec Thomas Châtel, Vincenzo Ciurro et Silvio Proto. On va parler du bilan des Belges, de nos Diables Rouges depuis le début de la saison. Mais avant cela, petit tour de l'effectif pour voir si tout le monde est au sommet de sa forme. Thomas, tout va bien. Au niveau de la forme, sur 10, tout va bien? 9,5. C'est magnifique, ça rend... on voit que c'était la moyenne de mes cotes que j'avais dans les journaux. Jean-Michel est en forme ou quoi? Sur 20. Ouais, c'est ça. Le box-to-box conserve, visiblement. Vincenzo sur 10, l'état de forme, là? 7, bien. Ouais, très bien. Et voilà, les pulsations là du côté de Silvio sont bonnes. Je suis bien aussi, moi un petit 8, ouais, bien. Bah, La pulsation, il descend jamais en dessous de 140. Hein. Non, je suis bien là. J'ai 2 de tension sur 3 jours, donc c'est pas mal. Mais c'est bien. Si tout le monde a la moyenne, on peut y aller dans cette émission avec évidemment le petit gimmick de circonstance. C'est le diable du week-end sur ce week-end qui vous a tout simplement impressionné. Vince. Ah, je peux y aller en premier cette fois-ci, c'est bien parce que les 2 autres n'avaient pas d'idée, donc... Il balance. Le petit Vortessen, c'est pas un diable, c'est un diablotin, mais voilà, il est en train de faire son trou avec le PSV Eindhoven, double buteur et passeur ce week-end face à Waalwijk. Donc voilà, j'aime bien aller chercher les petits jeunes, hein, moi t'as compris. Hein. C'est pas la première fois que vous le citiez, Vortessen. Non, j'avais cité Openda la fois dernière. C'est vrai. Donc, c'est voilà, vrai. mais c'est vrai que c'est les portes ouvertes en Eredivisie, donc c'est bien. Les Belges marquent beaucoup là-bas. Mais vous suivez beaucoup aussi les diablotins. Hein, Exact. sur une autre chaîne, mais c'est bien de pouvoir les mettre en avant. Thomas, le diable du week-end. Ben oui, on peut pas passer à côté de la prestation d'Eden Hazard hier, parce qu'on l'observait tous avec une loupe, évidemment. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait plus joué, tout simplement l'Estonie, avec les Diables. Et autant on restait un petit peu sur notre faim, comme souvent sur sa première mi-temps, autant sa deuxième mi-temps a laissé présager de pas mal de bonnes choses. Sur le plan physique d'abord, il a tenu jusqu'au bout, les 90 minutes. Et puis il est monté en puissance, tout simplement. Il a été un des Madrilènes les plus dangereux en deuxième mi-temps, avec des actions avec Benzema notamment très intéressantes. Il est rentré de plus en plus dans le jeu, il a cherché Benzema, il a eu quelques petites occasions pour éventuellement marquer. Et surtout, je l'ai senti bien tenir sur ses quis. Les coups, il en prend toujours. Mais là, il les prenait, mais voilà, il n'était pas au sol. Et donc voilà, j'ai l'impression que ça peut être le début d'un mieux. Bon, alors soyons prudents, hein. On l'a déjà dit souvent, mais c'était quelque chose encourageant. 0-0 pour le Real Madrid face à Cadix, malgré les efforts d'Eden Hazard, l'homme du week-end, le diable du week-end de Silvio. Moi, par défaut, je veux dire Hazard. Hein. Quand on regarde les 11 titulaires de l'équipe nationale, il n'y en a pas un qui sort du lot. Courtois, il n'a pas touché le ballon malheureusement, il a gardé le 0, mais non, on ne sait rien à rajouter de plus que ce que Thomas a dit. D'accord. Bon, préparez-vous quand même, puisque là, on va débuter le bilan. Ouais, là, je suis prêt. Là, le bilan de la saison des Diables. Là, il y a des choses à dire. Il y a une belle feuille là. Ouais, j'ai fait mes recherches, j'ai bien regardé tout ça. Mais c'est magnifique. Bah, alors, on peut débuter. Je vous propose de commencer le bilan. On va le faire championnat par championnat, à commencer par l'Allemagne. L'Allemagne, du côté de Dortmund, on a 3 Belges, Axel Witsel, Thomas Meunier et Thorgan Hazard. Que penser de leur début de saison? Vincenzo peut encore commencer. Ah merci, c'est gentil. Ouais. Pour moi, ils sont tous busés, sincèrement. Ah oui, d'accord, carrément. Bah oui, parce que... Meunier aussi? Ouais, Meunier... Pourquoi? On va dire que c'est bien par rapport Il y a du mieux. Voilà, il y a du mieux, mais c'est pas encore bon, mais il y a du mieux. Voilà, il y a du mieux, mais c'est quand même pas exceptionnel. Est-ce que 6 sur 10. 6 sur 10? Moi, je lui mettrais 5 sur 10, personnellement. Donc, il est pas busé. Hein. Il est pas busé. Hein. Bah, mais pour moi, il faut 6 sur 10 quand même pour réussir. 5 sur 10. Ces enfants, putain, ça doit... Non, mais... L'excellence. Oui, l'excellence. Alors, effectivement, la satisfaction, je ne l'ai pas concernant les 3 Belges de Dortmund. Voilà, non, mais plus sérieusement, je m'attendais à mieux. Thorgan Hazard, alors... Ok, les blessures, le Covid, pas évident. Chaque fois qu'il joue, il monte des trucs. Mais je reste sur ma faim. Meunier, par rapport à tout ce qu'il a apporté par le passé, là, son statut, quand même... N'oublions pas qu'il y a quelques mois, si Morey se blesse pas, Meunier, on ne le voit plus à Dortmund. Et Morey, c'est un gamin espagnol qui n'a pas d'expérience. Donc voilà, et Axel Witsel, il est sur une voie de garage à Dortmund. Il a plus dépanné derrière que dans le milieu de terrain, où visiblement Marco Rose ne compte plus sur lui parce qu'il n'a pas cette intensité, cette énergie qu'il veut avoir de cette milieu de terrain. Il doit partir? Il va partir, c'est pas il va partir. C'est comme ça, c'est acté. Son contrat se termine, il va partir. Mais dès janvier, ou on va attendre la fin de saison? Bah, il pourrait partir en janvier, oui. À la Juve, alors?
J'en sais rien. Je pensais que tu suivais le Non. championnat. Oui, je suis le championnat italien, mais après toutes ces rumeurs, Ouais. tu sais bien quelle valeur accorder aux rumeurs du mercato. C'est dommage, c'est triste. Enfin, c'est triste de voir Axel Witsel. Moi, je m'imaginais jamais qu'un club voudrait se séparer. Enfin, il veut pas se séparer, mais son contrat arrive à terme et ils ne veulent pas le prolonger. On va dire ça comme ça. Quand on voit comme il était revenu de son opération au tendon d'Achille, c'est dommage. J'ai du mal à comprendre que Axel Witsel ne puisse pas encore apporter quelque chose à un club comme Dortmund. Alors évidemment, Marco Rose a une autre philosophie. Voilà, mais je suis d'accord avec Vincenzo, mais sur Meunier, je trouve qu'on est trop sévère dans la mesure où là, depuis 2 mois, il redevient pratiquement à chaque match décisif sur une passe, un centre. Et ça faisait très longtemps. Il vient de très loin, Sur d'accord. une passe, Thomas. Non, une mais passe oui, mais par décisive. match. Allez. Décisive. Pour un latéral, non. Moi, c'est ça le problème. Ce qui m'embête avec Thomas Meunier, c'est qu'on le juge sur ses qualités offensives. On le sait que Thomas, ses qualités offensives, il les a. Mais c'est un back, c'est un défenseur. Moi, c'est là-dessus qu'on doit le Mais juger. sa force, il l'a toujours construite là-dessus. Okay. Moi, ce qui me fait penser, c'est l'avenir. Moi, je me dis, au Qatar, s'il retrouve son niveau d'avant, on peut glisser éventuellement Castagne dans le 3 défensif, et ça nous enlève une fameuse épine du pied. Et je pense que si les Diables Rouges fonctionnaient si bien auparavant, c'était quand Meunier était au top. Voilà. Rappelons quand même qu'il était absent, il y a de longs mois, mais dans ce fameux match contre la France. Ouais, c'est vrai. Il était suspendu, Thomas Meunier. Donc voilà, Buzet pour Vincenzo, pas spécialement pour Thomas, notamment concernant Ouais. Meunier. Oui, Ouais. j'allais y venir, Thomas, c'est bien de préciser. Pareil pour Silvio Proto. Bon, Castells Lukebakio, joueur de Wolfsburg. Alors là, ça avait très bien démarré pour les Loups. C'est une catastrophe monumentale ce qui se passe pour l'instant du côté de Wolfsburg. Mais on s'intéresse à la prestation des Belges. Vincenzo, on y vient, on n'oublie pas Branks également. C'est peut-être justement la référence. Oui. Bah, c'est clair. Ah oui, non, le Vrinck, franchement, c'est la lumière dans... Pas encore Diable Rouge, Non. mais... Il va arriver. Après, regarde la liste d'attente pour ces postes-là. Ok. Il faut choisir, mais ce qui montre là, et bon, en suivant la Ligue des Champions, évidemment, on a suivi Wolfsburg de près. On reste sur un goût de trop peu sur Borno et Lukebakio, ça c'est clair. Mais par contre, Vranks, que ce soit sous l'entraîneur précédent, Van Bommel, ou le nouvel entraîneur maintenant, je pense qu'il fait l'unanimité là-bas. Et vu son âge, on se dit que voilà, ça va être une des révélations, si on peut encore appeler ça une révélation, Vincenzo. Bah, révélation de ces dernières semaines, ou la révélation de ces derniers mois, ou de cette première partie de saison à Wolfsburg, c'est lui, sincèrement. Et je pense que même au sein du club, ils sont bluffés par le niveau de ses performances. Alors physiquement, d'une part, le côté athlétique du garçon, c'est quand même impressionnant. La faculté qu'il a à répéter les courses, à se projeter vers l'avant, la qualité technique aussi, qui est plus que correcte. Donc voilà, c'est un vrai milieu de terrain moderne qui joue déjà avec beaucoup de personnalité. C'est pas pour rien qu'il est devenu un titulaire, je ne vais pas dire déjà indéboulonnable, mais un des noms qu'on retrouve toutes les semaines ou tous les 3 jours sur la feuille de match de Wolfsburg quand même. Il y en a un qui vous impressionne au-delà de Vranks, Silvio? Qui m'impressionne, Castells, il a toujours je trouve que c'est un top. Pour moi, c'est le numéro 2. C'est pas Mignolet. Pour moi, le numéro 2, c'est Castells en équipe nationale. Il a été capitaine à un moment, il a été blessé, il revient bien. Non, pour moi, c'est un tout bon gardien, vraiment. Surtout dans la régularité. Clair. Ouais. Moi, je trouve que c'est énorme et on n'a pas assez mis en avant cette régularité qu'il a eue en Bundesliga. C'est vrai que voilà, moi je trouve aussi qu'en tout cas il y a match entre Mignolet et lui. Et j'irais plus dans la direction de Silvio. Un petit mot sur la défense des Diables Rouges avec Dedrick Boyata. C'est pas une saison facile. Il joue Dedrick du côté du Hertha Berlin. Il s'est de nouveau blessé ce week-end, malheureusement pour lui. Lui aussi, on parlait de capitaine, c'était le capitaine du Hertha Berlin. Voilà, mais il faut voir ça dans le contexte un peu plus général de ce club-là, qui vit des moments plus compliqués aussi au niveau des résultats. Et donc forcément, c'est aussi difficile pour un joueur comme Boyata. Mais c'est vrai que quand on va du côté de la Bundesliga, Boyata, Borno, les performances individuelles de ces garçons-là, ça incite pas forcément à l'optimisme quand on élargit le spectre au Diable Rouge. Après, bon, tu viens chez les Diables, tu es dans un autre contexte, dans un groupe qui vit différemment, où il y a de la confiance, où voilà, le niveau est aussi très élevé. Mais
Ouais, pour moi, Boyata, c'était le successeur désigné de Vincent Kompany. Et voilà, c'est compliqué pour lui finalement de s'imposer à la fois dans son club et à la fois en équipe nationale. Et quand j'entends dernièrement Roberto Martinez dire que pour lui, c'est Denayer qui a fait le plus de progrès ou qui l'a le plus impressionné, je me dis que ça va être compliqué pour lui d'avoir une place de titulaire chez les Diables. Et il a raison, Martinez. Hein. Moi, je partage son opinion. Hein. Denayer est beaucoup plus fort. Pour moi, il y a pas match entre les deux. Hein. Oui, mais il n'atteint pas non plus une régularité, une constance. Voilà, pour dire, c'est le choix numéro 1 sans conteste au milieu de la défense à 3. C'est plus par défaut, alors pour l'instant, vu les performances. Il y a 50 différences entre les deux aussi. Vrai, hein. ça, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça aussi qui joue. Hein. Ouais. On y vient, naturellement. La transition est faite avec la Ligue 1. Denayer, l'avis de Thomas, et il est là. Vincenzo, un avis sur Jason? Mais s'il parvient à gommer un peu cette forme de nonchalance, moi qui m'irrite un peu quand je le vois jouer, à certains moments du match où tu as l'impression qu'il est complètement ailleurs, intrinsèquement, il a énormément de qualités défensives pour être un tout bon défenseur. Peut-être pas du top mondial, mais quand même voilà, du sub-top, on va dire. Parce qu'il est capable d'avoir des gestes défensifs, des retours, il a une certaine vitesse, il a du coffre, il intervient au bon moment en prenant les risques, tu vois, juste à la limite. Voilà, on ne s'impose pas en Ligue 1 si on n'est pas un bon défenseur, surtout dans un club comme Lyon. Et c'est vrai qu'il le prouve maintenant depuis plusieurs saisons. Mais moi, il y a juste ça, son côté parfois un petit peu nonchalant. Et les blessures aussi, puisqu'il s'est blessé contre Bordeaux, blessure à la cheville. Les estimations, c'est pas de retour avant le mois de février, quand même, pour Denayer. Et ça, c'est une info très importante. Ouais, c'est vraiment dommage qu'il soit tombé aussi sur une équipe de Lyon qui ne trouve pas non plus son niveau habituel. Hein. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour un joueur, du coup, de trouver une stabilité et de performer tous les week-ends à niveau, parce que je pense qu'au niveau potentiel, et là je rejoins Silvio, au niveau potentiel, on a là un joueur capable d'être titulaire dans notre défense des Diables. Ouais. Vous parliez de potentiel. Et de potentiel titulaire aussi chez les Diables. En France, du côté de Rennes, il y a un certain Jérémy Doku qui avait marqué contre Lorient, qui était revenu d'une lourde blessure. Jérémy Doku qui a rechuté au niveau du genou, donc lui aussi, il est à nouveau blessé. Il est busé aussi. Moi, parce qu'on attendait quelque chose, mais la blessure, on n'oublie pas. Mais dû aux blessures, pas dû à son niveau, parce que quand il joue, on voit qu'il a un certain niveau et de la qualité, mais point de vue des blessures, malheureusement, voilà, si on regarde le bilan, on peut pas dire qu'il a fait une... À l'école, vous n'êtes pas busé, vous rendez un certificat médical, c'est bon. Donc là, vous le busez quand même malgré les blessures. Ça dépend quelle école. Si c'est Vincenzo le proviseur, t'as mal bail. Non, mais du coup, c'est non coté, non cotable finalement pour cette première partie de saison. Ouais. Voilà. Et il a un jeu qui malheureusement pour lui, je pense, lié aussi à son corps, va faire qu'il va sans doute être susceptible ou en tout cas fragile au niveau musculaire quand on voit la percussion, la vitesse qu'il a. Je pense qu'il va devoir soigner son corps. Thomas est bien placé pour en parler. Avant, pendant, après les matchs, avant les entraînements, après les entraînements. Je pense qu'il est très jeune, donc il va devoir apprendre tout ça. Mais je pense que s'il veut éviter un maximum de problèmes, ça passera par la prévention, les soins. Oui, il faut espérer que voilà, son corps soit intrinsèquement plus solide que d'autres. C'est aussi ça que ça se joue. Hein. La nature fait que certains sont plus blessés que d'autres. Et c'est clair que ces profils-là, on le voit avec Eden Hazard, voilà, à un moment, ça a craqué et on se demande si ça reviendra complètement. Parce que vous recevez plus de coups quand vous êtes explosif, parce que les muscles prennent plus, c'est plus intense et donc... c'est inquiétant parce que voilà, dans le football moderne, ces profils-là, il y en a pas beaucoup. Et quand ils sont là, ils tiennent pas longtemps. Le meilleur exemple pour l'instant, c'est Vinicius qui explose tout. Mais combien de temps va tenir ce gars à ce niveau-là, quand vous voyez ce que ça demande comme impact, comme le nombre de fautes qu'on fait sur lui, ça fait peur. Ça fait peur dans le football moderne. Il ne faut pas oublier que les moyennes de temps de carrière sont très, très brèves. Hein. Ça va maximum à 5-6 ans. On pense que les carrières sont... Non, les moyennes, c'est très court, hein, et de plus en plus dans le football moderne. Et on rappelle que vous avez été un joueur explosif aussi, Thomas. Ça faisait partie de vos qualités. Il y avait pas mal de crampes aussi à certains moments, mais un vrai bon joueur explosif. Non, mais un vrai bon joueur explosif. J'ai insisté sur le vrai joueur explosif. Juste un truc par rapport à Doku. Ça fait quand même un peu plus d'un an maintenant qu'il est en Ligue 1. Il a opté pour Rennes parce qu'il y avait la Ligue des Champions
aussi la saison dernière. On ne peut pas dire que ce soit une grande réussite, malheureusement, pour lui, je trouve. Alors, je ne vais pas dire que c'était un mauvais choix, mais Doku à Rennes, à l'époque, tout le monde m'avait dit oui, c'est un bon choix parce que c'est une étape intermédiaire, parce que c'est un club qui joue pour Anderlecht aussi, c'était bien. Forcément, il y avait... oui, financièrement, là, il ne pouvait pas refuser cette offre-là. À l'Eurohockey, il y a eu l'Euro, qui a été une magnifique parenthèse pour lui et pour notre sélection par rapport à ses performances individuelles. Mais je me pose toujours la question de savoir si c'était effectivement le meilleur choix sportif. Voilà, la question est posée aussi. Une réaction, Silvio, pour refermer ce débat? Je pense que c'était plus un choix financier, comme tu l'as dit. À mon avis, il a pris la meilleure opportunité financière, parce qu'on sait que c'est un club qui a énormément de moyens. Et puis Anderlecht a reçu un beau chèque aussi, donc l'un dans l'autre, le manager l'a certainement poussé vers là. S'il ne se blesse pas, il est peut-être dans une position idéale, et Rennes n'est pas si mal non plus dans le championnat français. Mais comme choix de carrière, il y a quand même mieux. Hein. Ouais, mais bon, après, comme passerelle, voilà, je pense ça reste le chouchou de Roberto Martinez. Donc, s'il est fit, il ira au Qatar et il sera, à mon avis, titulaire, à moins qu'Eden revienne complètement. Allez, on enchaîne parce qu'on a encore du boulot là avec tous les Belges qu'on a un petit peu partout en Europe. Vite un mot pour terminer avec la Ligue 1. Fouquet, Fass, à Reims, RAS. Rien à dire. Moi, je pense aussi. Donana plutôt quand même. Amadou Onana à Lille là. Ouais. Qui est en train de grappiller des minutes. On le voit, il est titulaire en Coupe de France, là. Et en Ligue des Champions, il a alterné banc, titularisation. En championnat, banc, titularisation. Je pense qu'on va lui faire de plus en plus confiance. Solide gaillard. C'est un fameux gabarit, déjà d'une part. C'est un garçon qui, visiblement, a la tête sur les épaules. Et qui a des qualités physiques indéniables. On parle de box-to-box pour son profil. Mais je pense que Martinez... pas dire qu'il va le prendre au Qatar, loin de là. Je ne vais pas dire ce que je ne veux pas dire, mais et toi, Vincenzo, il le suit. Tu prendrais qui, Vranks ou Onana? Parce que là, il pourrait y avoir à un moment donné la question. Comme disait Thomas tout à l'heure, il y a embouteillage là. Écoute, au niveau du milieu de terrain belge à l'heure actuelle, mais ça dépendra des blessures des uns ou des autres ou des mecs qui sont sûrs d'être dans le noyau à ce moment-là. Il y aura toujours des blessés. Et si tous les deux sont fit, si tous les deux sont fit, et il faut voir l'état de forme de Witsel à ce moment-là. Parce que si Witsel continue à nous montrer ses problèmes de forme et qu'il ne trouve pas un projet où il a du temps de jeu, etc., il faudra peut-être penser aussi à un autre plan. Bon, Tielemans, à mon avis, lui, va continuer à monter en puissance jusqu'à la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'un profil à la Onana, on n'en a pas, et que ça peut être hyper intéressant en termes de personnalité, en termes de percussion. Tout à fait d'accord. Et Witsel aussi, il est plus tout jeune, donc à un certain moment, il faut préparer. La relève. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, Martinez, qui voulait préparer l'avenir, et c'est tout à fait normal. Bon, si tu peux faire confiance aux petits jeunes, pourquoi pas. Allez, on enchaîne avec l'Angleterre, puisque la Cup est à suivre chez nous également, et puis le championnat anglais, vous le savez aussi via l'application Eleven. Oui, si vous cherchez bien, vous allez tomber sur la Première Ligue. Romelu Lukaku. Voilà, ça c'est le premier nom qui sort quand je pense à l'Angleterre. Moi, c'est dommage. Stupéfaction. C'est dommage, mais pour moi... Bon choix ou pas déjà d'aller à Chelsea? Oui, parce que c'est le choix de son cœur. C'est pour le connaissant, c'est le club pour qui il voulait absolument réussir. Parce que quand il est allé à Chelsea, il n'a pas réussi. Il est parti un petit peu à contre-cœur, mais bon, pour revenir un jour en étant titulaire, et bon, Drogba derrière a dit qu'il avait les qualités, que ça allait réussir. Mais tu vois qu'il se met la pression, et ça c'est bien ça. Et ses performances justement par rapport à cette pression. J'ai l'impression, Silvio, qu'il regrette déjà un petit peu la chaleur de l'Italie, dans tous les sens du terme, la chaleur humaine. Bon, en tout cas, les cris racistes, ça doit pas lui manquer. Non, je pense que c'est un choix de carrière. Je pense qu'il est content, pas de la situation actuelle, parce que il a eu des problèmes physiques. L'Euro dans les têtes des Diables Rouges a fait mal. La National League aussi, ça a fait mal. Il y a eu beaucoup de blessures et tout ça. Et Romelu, comme d'autres joueurs, comme De Bruyne, n'ont pas le niveau qu'ils devraient avoir aujourd'hui. Et non, c'est sûr que pour moi, c'est pas une réussite pour l'instant. Donc c'est mental. Mental, oui, c'est mental. Clairement que c'est mental. Ça joue. Le mental dirige tout ton corps pour un footballeur. C'est la partie la plus importante et c'est la partie la plus négligée. Je pense que c'est le travail qu'on fait le moins avec le travail mental en tant que footballeur. Et oui, clairement, c'est peut-être un problème mental. On se faisait la réflexion lors d'un des derniers matchs de Chelsea en Ligue des Champions. En fait, Tuchel, il a des choix énormes. Il a un noyau pléthorique.
Et il ne faut pas oublier qu'il a gagné la Ligue des Champions sans Lukaku, avec tous les joueurs qui sont là. Et au moment où il remet Lukaku début de saison, ça fonctionne bien au tout début, mais après, il est en panne au moment de se blesser. 3 buts sur les 3 premiers matchs. Et à ce moment-là, il est déjà en panne. Et qu'est-ce que fait Tuchel? Il retombe sur ce qu'il a fait, les principes. Donc, c'est-à-dire un jeu plus rapide de combinaison, alors qu'avec Lukaku, on est peut-être un petit peu plus prévisible, où on joue long sur lui, comme quand tu as Lukaku dans ton équipe, en gros. Profondeur, Et donc, il se rend compte que peut-être qu'il est plus imprévisible sans Lukaku. Et donc, il va falloir un très grand Lukaku pour de nouveau s'imposer à Chelsea, je pense. Tu l'as dit, ça avait démarré très fort quand même, et tout le monde applaudissait à ce moment-là les performances de Lukaku, le fait qu'il retourne en Première Ligue et il soit tout de suite buteur. Ça a duré quelques semaines, et puis il y a eu cette panne sèche, il y a eu cette blessure. Le tout combiné. Surtout que, comme l'a dit Thomas, Chelsea a continué à gagner, à prendre des points avec une recette qui avait fonctionné par le passé. Mais je pense qu'il va revenir parce que au mental, tu le connais, Thomas le connaît aussi, c'est un type qui vit pour ça. C'est un type qui fait tout pour son sport et qui ne va jamais baisser les bras, qui ne va jamais lâcher. Donc il va revenir et il sera décisif pour Chelsea cette saison. Et Tuchel ne va pas quelque part se priver d'un Romelu Lukaku parce que à certains moments de la saison, c'est Lukaku qui lui fera gagner des matchs. Parce il y a un truc qui lui a top. coûté très cher, Vince, c'est le fait, je pense, c'était le seul diable qui a dit moi je veux tout jouer. Moi je veux tout jouer, je veux gagner cette Nations League, alors que De Bruyne disait ouais mais attends, ça sert à rien, c'est sûr. Clair. Et certains calculaient un peu. Lui il a dit moi je m'en fous, je veux gagner avec cette génération quelque chose, et il a donné tout. Et je pense que Tuchel l'a ressenti, ça il l'a dit dans une interview, il a dit peut-être qu'il a un petit peu trop donné, et que il le paye maintenant. Et c'est ça, qu'il avait des attentes et qu'il n'a pas eu la récompense, et que mentalement à certains moments ça a lâché. Allez, Kevin De Bruyne, puisqu'on en parlait avec Thomas il y a quelques instants. Comment estimer sa première partie de saison? C'est la courbe inversée de Lukaku, parce que De Bruyne, il a été blessé, il est revenu, il n'a pas été bon, et maintenant... Il est meilleur. Il remonte au niveau des performances et il est de nouveau décisif. C'est un garçon qui, quand il est à 100%, sans problème physique, c'est le roi du terrain, c'est le roi de la Première Ligue, c'est tout. Je veux dire, c'est le roi du monde, de notre monde. C'est aussi simple que ça. Tout le monde le voit, et c'est Guardiola qui le dit. S'il ne gagne pas un jour le Ballon d'Or, c'est vrai que ce serait triste parce que c'est un joueur unique. C'est un joueur unique qui a un talent incroyable, qui est atypique aussi. Mais il faut voir, si on parle purement de ses prestations des 6 derniers mois, il faut voir ça avec ce match contre le Portugal où il prend ce tacle et il joue le match juste après infiltré. Et là, il pète toute sa cheville. Je pense il pète toute sa cheville. En tout cas, il le paye pendant 3 mois, je pense, voire plus. Et ça a mis à néant une grosse partie de sa demi-saison. Et seulement maintenant, comme le dit Vincenzo, on retrouve le Kevin De Bruyne d'avant. Il était 130e au Ballon d'Or, plus ou moins, Kevin De Bruyne, selon le classement un petit peu bizarre. Mais le Ballon d'Or, c'est autre chose. Quand tu vois qu'un Salah pourtant qui cartonne, n'est jamais super bien positionné. 7e cette saison. Ouais, mais c'est dingue, quoi. Il faut être... Il y a un lobby derrière, désolé. Mais sur Kevin De Bruyne. Sur Kevin De Bruyne, je suis d'accord. Et ce que je disais, l'Euro a laissé des traces. Et là, c'est de nouveau ça correspond avec ce que je dis, c'est que l'Euro... Il y en a qui ont forcé, qui l'ont payé dans les matchs qui suivaient, les mois qui suivaient, et on a de la chance que De Bruyne revient maintenant à son meilleur niveau, mais c'est pas facile quand on a une grosse blessure comme ça, et en plus à la cheville, c'est chaud, quoi. De Bruyne, roi de Première Ligue, et Tielemans, le petit prince. Oui, mais moi je suis toujours amoureux quand je le vois jouer, Tielemans, parce que c'est un vrai talent, parce qu'en plus il a une bouille qui fait que quand on le voit, tu peux te dire c'est un chouette... Allez, on le connaît. C'est un nounours comme ça. Ouais, c'est un chouette gamin encore, qui a déjà tellement de matchs à son compteur. Il est encore jeune et il a déjà une telle expérience. 24 ans. Moi, j'ai vraiment envie de le voir franchir un palier en termes de club. Alors, Leicester, c'est très bien. Il joue la Coupe d'Europe et tout. Mais j'ai envie de le voir dans une grosse équipe. Type Arsenal. Ça, c'est une équipe pour avec lui. Le ballon et... mais Arsenal, c'est pas passé un cap pour l'instant. C'est vrai. À City. Ouais, pourquoi pas. Mais en fait, ce qui est dommage avec Tielemans, c'est qu'il est passé à côté de son Euro et à côté de la Ligue des Nations. Ça, c'est vraiment dommage. La vitrine, quoi. Et c'est là qu'on voit la force mentale du gars, c'est qu'après, il revient en club
et il te fait des matchs de dingue. Il met des de fou, buts, alors qu'il a été descendu. Tué par la ouais. presse, c'est sûr, il a vraiment réagi. Mais il a été ouais. pas bon Non. à l'Euro. Et je pense que c'est Juste. une des raisons pour lesquelles les Diables n'ont pas performé à leur niveau, parce qu'on attendait énormément de Tielemans presque de porter notre équipe avec un Witsel un peu moins bien, avec Mhm. etc. Ouais. Donc voilà. Mais par contre, quelle force mentale à son âge. Combien de matchs avait-il joué avant l'Euro aussi, Youri Ouais, Tielemans? si. Plus de 40, donc Ouais. peut-être cramé, en effet, pour Youri Tielemans. Il y a Sambi Lokanga, on en parlait avec Arsenal, c'est pas franchir un cap. Bah, lui, il a franchi un cap quand même en allant à Arsenal, en venant du Sporting d'Anderlecht. Silvio, un petit mot sur Sambi? Un bon choix de carrière, je pense, mais il ne s'impose pas encore. Pour moi, il ne s'est pas encore imposé dans cette équipe d'Arsenal. Après, c'est un peu difficile. Arsenal, c'est une équipe qui gagne plus rien depuis des années. Il se passe chaque année, tu as l'impression de dire ouais, Arsenal cette année-ci ils vont faire quelque chose, et puis tu dis bah non, c'est une énigme en fait ce club. Vraiment, ils ont changé d'entraîneur et tout ça, et les résultats ne viennent pas. Un Sambi pas encore testé non plus chez les Diables, avec Roberto. Non, mais son heure va venir, hein, je pense. Hein. Maintenant, il faut être patient avec lui parce qu'il a quand même été à de nombreuses reprises titulaire avec Arsenal, que ce soit en Première Ligue ou dans d'autres compétitions nationales, quand Xhaka n'était pas là. Après, c'est aussi un autre niveau. Hein. Le Suisse, il la connaît par cœur, la Première Ligue. Donc, il faut laisser le temps au temps et à Sambi Lokonga parce qu'avec ses qualités footballistiques, avec un entraîneur joueur aussi, il va à un moment donné prendre sa chance, la saisir, et ce sera très difficile selon moi, le retirer de l'équipe. On pourrait le retrouver, Thomas, au milieu du terrain, par exemple, une fois que Witsel ne sera plus là, par exemple, avec un Youri Tielemans. Oui, c'est typiquement le profil qui ressemble plus à Witsel dans l'aspect contrôle d'un match. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de l'embouteillage qu'il y avait au milieu de terrain. Mais lui, il est quand même à un autre stade déjà qu'un Vranks ou qu'un Nana. Enfin, le gars, il a déjà, en termes d'expérience et le fait d'être à Arsenal, c'est quand même un autre niveau. Donc, lui, il est en haut de la liste, là. Il est juste derrière Witsel et Tielemans pour être titulaire. Donc, ça dit tout de la difficulté pour les autres d'être dans ce noyau. Mais s'il devient un titulaire à Arsenal, il y aura pas photo sur c'est lui qui sera titulaire au poste de Witsel. Et moi, je pense qu'il est complémentaire avec Tielemans, honnêtement. Allez, on continue d'avancer. On aurait pu parler aussi de Divock Origi à Liverpool, de Trossard à Brighton, de Dundonker à Wolverhampton, de Benteke à Palace. Juste encore un petit mot, parce que c'est intéressant pour ce qui se profile du côté diable, de Castagne, justement, avec Tielemans à Leicester. Ouais. Là, j'aimerais bien m'y attarder un peu, Vincenzo, sur le cas de Timothy Castagne. À quelle place doit-il jouer finalement? Oui, mais Timothy Castagne, il sait tout faire. En fait, il sait jouer à droite, dans un système à 3, dans un système à 4. Il s'est joué à gauche aussi comme piston. Il s'est joué dans un trio défensif comme il l'a fait avec les Diables, comme il l'a fait aussi avec Leicester à plusieurs reprises. N'est-ce pas le problème? Je pense pas que ce soit un problème parce que c'est un type sur qui on peut compter. Tout à l'heure, on donnait des cotes. Avec Castagne, est-ce que tu vas souvent avoir un 5 sur 10 ou moins? Tu vas souvent avoir au minimum un 6. Oui. Tu vas de temps en temps avoir un 9. Tu vas très souvent avoir un 7. Donc voilà, c'est un joueur fiable. Et je pense que pour un coach, c'est quand même un luxe de pouvoir avoir un type de profil comme ça. Il est fiable, il a une super mentalité, il a des capacités physiques, de volume de course très intéressante aussi. Et puis, on parlait des blessures. Allez, il est quand même passé tout près d'un drame horrible, d'une fin de carrière éventuelle. C'est ce qui nous a coûté l'Euro, désolé. Ouais, peut-être. C'est ce qui nous a coûté l'Euro. Il faut en avoir pour revenir, Silvio. Ouais. Silvio est rejouer comme ça en Première Ligue et aller dans les duels. Clair. C'est solide, hein. Moi, franchement, il m'a impressionné. Je l'ai suivi quand il était à l'Atalanta de près. Parce que voilà, on était... on était un peu pour le titre. Bon, la Lazio, l'Atalanta, comment il s'est imposé là-bas, c'est... Moi, j'y croyais pas directement qu'il fasse ça. Il a appris énormément défensivement avec Gasperini. Vraiment, pour moi, il doit jouer à droite. Il doit avoir la place de Meunier. Parce que je suis sûr que si lui avait été en forme à l'Euro, on aurait pu faire quelque chose. D'accord avec ça, à la place de Meunier, Thomas? Ça dépend de la forme de Meunier, comme je disais. Moi, je trouve que si Meunier retrouve son niveau, tu peux l'installer là et tu règles le problème de la lenteur de notre défense centrale. Donc voilà, mais c'est une machine. Timothy, et c'est vrai. Bon, moi, j'ai rien à rajouter à ce que Silvio et Vince ont dit par rapport à cet aspect de répondre toujours aux attentes.
Voilà. Bon, tant qu'on est sur le flanc droit, on va y rester avec un autre prétendant, peut-être. C'est Alexis Salemakers du côté de la Serie A. Est-ce que c'est peut-être trop tôt ou pas. Votre avis, messieurs. En tout cas, il a joué Salemakers avec Roberto Martinez. On connaît sa position. On parlait du flanc droit, mais il est évidemment un peu plus haut. En tout cas, c'est une des grosses satisfactions, je trouve, de nos Belges à l'étranger. La façon dont il s'est développé, c'est peut-être celui qui a fait le plus de progrès. Et que ce soit avec nos Diables ou avec l'AC Milan. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi souvent titulaire et qu'il s'impose à ce point-là à l'AC Milan. Il lui manque peut-être encore un petit peu plus de stats pour être vraiment au top. Ouais, moi, il m'a surpris, c'est sans doute le Belge à l'étranger qui m'a le plus surpris ces derniers mois, soyons clairs. Je lui ai mis d'ailleurs en toute transparence un point au référendum du Soulier d'Or pour les Belges évoluant à l'étranger. Parce que voilà, il n'arrive pas dans un championnat de seconde zone. Il arrive en Italie, à l'AC Milan, c'est une institution. On parlait de la culture tactique et du développement de Castagne à ce niveau-là. Salemakers, au niveau tactique, il s'est aussi très fort développé. Au niveau physique, c'est un des gars qui court le plus quand même avec l'AC Milan quand il est titulaire. Et Pioli est satisfait de son rendement physique à ce niveau-là. C'est clair que de temps en temps un assist, de temps en temps un but encore. C'est ce qu'on lui reproche un petit peu quand on suit l'AC Milan, la presse italienne. Mais allez, c'est magnifique ce qu'il fait là. Et il n'a peur de rien. Silvio, non, Alexis. Encore hier, moi j'ai fait le match Milan-Naples. Quand il rentre, c'est lui qui change la physionomie du match. On voyait un Milan qui n'essayait pas, et là il rentre, il crée directement. Ouais, la grinta, mais aussi la technique. Il osait jouer dans les petits espaces. Moi, c'est un joueur il est dans mon top 3 des Diables à l'étranger. Et Mertens dans tout ça, qui jouait face à l'AC Milan justement hier, longue blessure, mais quel retour aussi depuis quelques semaines, Thomas. Il revient de très loin. Après, sa meilleure forme coïncide avec une moins bonne passe de Naples. Et ça, c'est dommage pour lui. Mais c'est bien ce qu'il revienne à ce niveau-là. Et je trouve que c'est le meilleur exemple d'un joueur qui, au fur et à mesure de sa carrière, se réinvente. C'est un joueur qui, évidemment, a commencé sur l'aile, qui finalement est passé en faux neuf à un moment, et qui vraiment est devenu un vrai pur buteur. Et à la différence d'un Eden Hazard, qui a du mal à se réinventer, lui, il a cette qualité-là de ne pas devoir aller puiser dans ses ressources physiques pour pouvoir faire des différences. Parce qu'il a des qualités de jouer dans des petits espaces, il a cette qualité d'être là au bon endroit. Et finalement, il s'est transformé en renard des surfaces petit à petit. Et ça lui permet d'avoir une palette et de pouvoir peut-être encore maintenant, il a 33, il a quelque chose comme ça, je pense. Ouais, et d'avoir pendant peut-être 3 ans encore rendre des services à un très bon niveau. Donc je me demande s'il ne maintient pas ce niveau-là, si Roberto Martinez, qu'il adore et qu'il adorait et qui ces derniers temps ne pouvait pas le reprendre et le fait titulariser, ça ne pourrait pas encore de nouveau être une arme pour nos Diables. Et son épaule a l'air de beaucoup mieux se porter aussi, Dries Mertens. Vincenzo par rapport à Chiro. Ce qui est sûr, c'est que selon moi, Naples, on en parlait récemment, doit le prolonger parce que c'est une icône du club. Il arrive en fin de contrat quand même. Le président souhaiterait attendre de savoir s'ils vont disputer la Ligue des Champions ou pas. Il est fou. Moi, je le fais signer tout de suite. Un Mertens à cet âge-là, qui se bonifie avec le vin aussi. Soyons clairs, il nous réinvente des saveurs à chaque fois qu'on le voit sur le terrain. C'est un vrai plaisir de le voir jouer. C'est un buteur, c'est vrai, mais c'est surtout un champion parce que performer à ce niveau-là pendant de nombreuses années, essayer de gagner des titres en Italie, on a souvent abordé l'aspect mental dans cette émission, mais c'est clair que si tu n'as pas cette force de caractère et ce type de champion dans ton noyau, tu ne peux pas aller chercher des titres. Et je pense que Martinez, il le sait très bien, s'il retrouve 100% de ses capacités physiques, il sera là, Mertens. Mertens, j'ai l'impression que c'est un des seuls joueurs de notre équipe nationale qui est plus apprécié à l'étranger, en club, qu'en équipe nationale. Par le peuple, moi je trouve, parce que Youri Tielemans, il n'a pas fait d'énormes prestations en équipe nationale, mais il est bien aimé par le peuple belge. Que là, Dries est bien aimé par le peuple belge, mais adoré par les Italiens.
Non, il est extraordinaire. Je suis d'accord avec Thomas que sa meilleure partie de saison, parce qu'il revient de blessure, c'est un peu en contradiction avec la forme de Naples. Mais j'ai vu le match à la Lazio. Il gagne le match à lui tout seul. Hein. C'est un Naples contre la Lazio, c'est 4-0. Il met doublé, je pense. Il est extraordinaire. Allez, dans un instant, on termine ce bilan des Belges avec la Liga. Encore un petit mot, non pas de Denis Pratt, que l'on salue évidemment du côté du Torino, mais peut-être de Théat à Bologne et de Van Heusden au Genoa, puisqu'on parlait de la défense des Diables. Théat a joué, pas trop mal joué aussi, hein, avec les Diables. On parlait un petit peu de l'insouciance de Salemakers. Il y en a aussi beaucoup, Thomas, dans le chef d'Arthur. Ouais, qui a reçu sa première chance chez les Diables aussi. Ça a été compliqué pour lui. On sent qu'il y a quand même un retard à rattraper chez lui, tellement il vient de loin et tellement son explosion s'est fait rapidement. Mais mentalement, c'est incroyable ce qu'il a fait et ce qu'il a réalisé. Je pense qu'il impressionne énormément aussi les gens en interne. J'entendais à son propos Roberto Martinez, là aussi, qui disait que c'était un exemple pour beaucoup de jeunes. Et je pense que cet aspect mental peut l'amener très très loin. Il a la chance d'être gaucher. On sait que maintenant, avec De Winter à la Juve, on a aussi maintenant une concurrence intéressante à ce poste-là. Mais voilà, je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Et là, petit à petit, il va apprendre. Là, il doit vraiment digérer aussi tout ce qui est arrivé ces dernières saisons pour lui. Enfin, c'est fou. Ouais, tu dis, t'as dit un terme très intéressant, important, c'est apprendre le métier comme défenseur en Serie A. C'est la meilleure école. Il n'y a pas meilleure école. Non, c'est sûr. Il n'y a pas meilleure école. Et voilà, il a un profil et un parcours tellement atypique. Moi, je pense qu'il peut faire une belle carrière. Il est solide dans sa tête, il est solide dans les duels. Il a les pieds sur terre aussi, au niveau de sa mentalité, de son éducation. Donc voilà, on va dire à suivre et satisfaisant déjà. Ce serait pas notre futur Puyol à nous, lui? Alors, au niveau capillaire, certainement. C'est pour ça que je dis ça, mais il y a peut-être quelque chose dans la mentalité aussi. Je pense que la Serie A pourrait nous donner des bons services, parce qu'il y a le petit Van Heusden aussi qui a été blessé, qui joue quelques matchs à Genoa, donc c'est peut-être la meilleure école, comme tu l'as dit, Vincenzo, pour ces jeunes défenseurs. Il s'est reblessé, hein. Ouais, il s'est reblessé. Zinho Van Heusden, qui avait une place, mais pratiquement à portée de main en équipe nationale. Ouais. Et là, c'est quand même aussi pas de bol. Moi, ça me fait peur, en fait. Il y a tout ce qu'il a déjà connu. Les croisés à plusieurs reprises, d'autres grosses galères quand même. Le fait qu'on en ait fait une promesse, à juste titre, très vite du football belge et qu'il n'a pas encore pu, pas dire prouver, hein, mais le montrer et pouvoir profiter pleinement de son talent, de ses qualités, de ses capacités qui sont incroyables. Mais voilà, il est dans une équipe qui tourne pas en Serie A. Même s'il est tout le temps titulaire, il y a rien à faire. Vous prenez des buts, vous perdez. Mais t'apprends quand même. Hein. Oui, t'apprends, mais en tant que défenseur, t'es pas valorisé. Non, c'est vrai. Allez, malheureusement. Donc voilà, c'est un fameux point d'interrogation, d'une part à cause de ses blessures et d'autre part par rapport aux performances du collectif. Donc, je sais pas. Voilà pour la Serie A. Et vous avez bien fait, Thomas, d'évoquer le nom de Winter aussi du côté de la Juve. On en parlera peut-être dans le bilan de la deuxième partie de saison. On lui souhaite. Évidemment, la Liga, on terminera par là, du côté, pas du Real, tiens, de l'Atlético. On va commencer avec l'Atlético. Et Yannick Carrasco. Une note, est-il busé, Vincenzo, Yannick Carrasco? Non, moi je lui mettrais un 7 sur 10, parce que voilà, il est tout le temps titulaire. Quand il n'est pas blessé, il est titulaire en championnat, en Ligue des Champions. Donc c'est une valeur sûre de l'Atlético de Simeone. Si tu convaincs pas ton coach, ou un coach comme Simeone dans un club comme l'Atlético, voilà, t'es là tout le temps et tu fais des performances, t'es le mec qui dynamite le flanc gauche, qui bosse défensivement aussi, qui est décisif par ses assists, par ses buts. Voilà, je pense que le seul truc qu'il doit canaliser, c'est ses excès de comportement là, ces dernières semaines. Je sais pas pourquoi. À Porto notamment. Ouais, notamment à Porto, sans conséquences pour son équipe, mais avec des conséquences pour lui parce qu'il va être suspendu là pour les huitièmes de finale. Donc voilà, c'est juste ça qui est un peu dommage. Mais pour moi, Carrasco, il fait partie des distinctions quand même. Thomas, Yannick Carrasco qui attaque, qui défend, est-ce qu'il défend trop aussi? C'est souvent un petit peu le constat qu'on fait avec lui. Non, mais il a beaucoup évolué à ce niveau-là et je pense que au contact de Simeone, il a une progression énorme. C'est aussi un joueur qui a réussi à se relancer après être parti en Chine, comme Witsel. C'est pas rien. Et je pense qu'il a énormément mûri, ça c'est clair. C'est dommage, en effet, ça vient tacher un petit peu ce tableau
Du coup, je donne la même cote parce que sinon, j'aurais donné un 8 sans ça. Parce que là, ça nous donne l'impression qu'à tout moment, il pourrait rechuter. Et il est mieux où? Il est mieux derrière l'attaquant ou sur un côté? Non, le mieux sur un côté, je pense. Mais le tout, c'est de savoir dans une défense à 3 ou dans une défense à 4. Moi, je crois que plus il est proche du rectangle et plus il peut utiliser son explosivité, son crochet, mieux c'est. Mais il a montré qu'il avait énormément progressé en piston aussi. Mais à choisir, voilà, je le mettrais quand même assez... C'est juste dommage qu'il n'ait pas pris cette dimension chez nos Diables, parce qu'il y avait une place à prendre quand Eden était moins bon, que ce soit à l'Euro et à la Ligue des Nations. Et moi, je pensais que c'était lui qui allait la prendre, cette place. Et il n'a pas pu être décisif dans ces moments-là, ce qui aurait fait de lui, finalement, une nouvelle icône. 7 sur 10, 7 sur 10. Moi, je lui donne un 8. Moi, c'est une satisfaction pour moi. Il a joué beaucoup de matchs. C'est vrai qu'il y a eu une carte rouge, mais dans les stats, il a été bon à l'Atlético. Et comme tu le dis, quand tu travailles avec un entraîneur comme Simeone et que tu es titulaire, il ne peut pas se tromper, le gars. Donc, pour moi, c'est une satisfaction, c'est un 8. Professeur Proto, généreux quand même. Hein. Ce n'est que ce n'est que satisfaction, 8 chez vous aussi, parce que c'était quand même déjà pas mal. Qui met moins que 9 sur 10 pour Thibaut Courtois? Levez le doigt. Personne n'a levé le doigt. Alors, visiblement, vous êtes tous d'accord avec cette excellente saison de... Je ne veux même pas demander l'avis à Silvio, c'est le plus grand défenseur de l'histoire de Thibaut Courtois. Je vais d'abord aller gardien de but et que je sais comment ça fonctionne. Voilà. D'abord. Non, en fait, il n'y a que Thibaut. Pour moi, il n'y a que Thibaut sur ces 6 derniers mois qui a continué à évoluer à son niveau. Il n'y a que lui. Dans les 11 titulaires de Diable Rouge, il n'y a que lui. Même du nez, il fait des arrêts. On l'a vu la semaine dernière. Ouais. Ouais, il a un peu plus de chance que moi de ce côté-là. Non, c'est un super gardien. Il était déjà pour moi dans le top 3 des gardiens. Si on doit faire un classement mondial, il est dans le top 3, il reste dans le top 3. Voilà, t'es numéro 1 au Real. Tu fais des arrêts déterminants chaque semaine, t'enchaînes les clean sheets. Il faut regarder le nombre de matchs qu'il a disputés en club et le nombre de clean sheets qu'il a sortis, que ce soit à l'Atlético, avec Chelsea, maintenant au Real, c'est quasiment un match sur 2. Hein. C'est juste assez incroyable. Hein. Mais ce qui est incroyable, Vincenzo, est-ce que tu te souviens d'une bêtise de Thibaut Courtois? Là, tu dois chercher. Ouais, donc déjà là, c'est déjà avec les Diables quand le ballon passe en dessous de son pied, je pense. À part celle-là, t'as difficile. Et quand tu joues énormément de matchs, la consistance, c'est ce qui est le plus important pour un gardien de but. Il a aussi beaucoup progressé au pied, hein, Silvio. Clairement. Okay. Après, il n'a pas encore au pied le niveau d'un Donnarumma ou d'un Neuer, mais c'est vrai qu'il progresse. Et il perd. Enfin là aussi, il perd de moins en moins de ballons dans sa relance. Hein, je veux dire, parce qu'à un moment, c'était compliqué. D'accord, Thomas, mais on juge un gardien aussi sur les arrêts qu'il fait. Hein. D'abord, avant le jeu au pied. Moi, c'est la première chose. Le jeu au pied, c'est beau, très bien. Mais en même temps, il a toujours fait. Je veux dire, depuis Genk, Tom, avec une pression quand même dans des clubs comme Chelsea, l'Atlético, le Real, où tu dois toujours être au top, tu joues tout le temps à la première place. Sa grande qualité, c'est le mental. Et la différence, on parlait tout à l'heure de Castells, qui pourrait être deuxième. On rappelle toujours que Castells, dans les écoles de jeunes, à Genk, était au-dessus de lui. C'est là qu'il fait la différence par rapport aux autres. Et quel est le défaut de Thibaut Courtois alors? Le fait qu'il parle trop parfois dans la presse? Non, parce qu'il le fait souvent de manière intelligente. Moi, il m'a jamais choqué. Moi, je trouve justement, il a une intelligence rare et ça m'étonnerait pas qu'il devienne entraîneur. Et on sait que ça lui a joué des tours, notamment au niveau de l'UEFA aussi par rapport à des nominations. Il a raison de dire ce qu'il pense. Pourquoi quand tu penses quelque chose... Après, si vous regardez les interviews des joueurs de foot, c'est toujours la même chose. On a fait un bon match, on aurait pu faire ça. Au moins, le gars, il dit ce qu'il pense et c'est vrai. Pourquoi toujours faire un discours c'est stéréotypé. Après, c'est vrai que ça prouve bien que ces référendums, finalement, ils servent plus trop à grand-chose. Est-ce qu'il faut encore leur accorder une telle importance? Voilà, 8e, Thibaut Courtois. Allez, regardez. Il faut regarder les matchs d'abord avant d'établir des classements. Regarder les matchs et constater quand même que Courtois, c'est la crème de la crème. Sachant que, je vais juste rappeler ça, quand même, sa défense au Real, elle a quand même beaucoup évolué sur les derniers mois par rapport à ce qu'il a connu au début. Plus de Ramos, plus de Varane, plus de Marcelo. Le seul qui reste, et encore il est souvent blessé, c'est Carvajal. Donc il y a quasiment une toute nouvelle défense devant lui. Et c'est encore lui le meilleur défenseur, entre guillemets, de ce secteur-là. Donc, la dernière quille qu'on n'abat pas souvent. On va terminer avec le roi des Belges. On a souvent parlé de lui comme cela.
Eden Hazard, qui revient, c'est l'info aussi du week-end, on en a parlé tout à l'heure. Là aussi, Vincenzo, c'est difficile finalement de pouvoir juger quoi que ce soit. Oui, mais moi j'adore Eden Hazard, voilà, c'est un joueur fantastique, sincèrement, c'est sans doute un des plus grands talents naturels qu'on ait eu en Belgique depuis Enzo Schifo, je parle vraiment au niveau... talent inné, voilà, mais Eden Hazard c'est une énigme et il n'y a rien à faire. Ok, on est content parce qu'il a joué ce week-end, vous imaginez, on est content parce qu'il a joué ce week-end, parce qu'il était titulaire, ça veut dire qu'il a tellement reculé dans la hiérarchie du Real, parce qu'on parle de Vinicius comme son concurrent, mais Rodrigo est passé devant, parce que Asensio est passé devant aussi. Donc, c'est plus le deuxième choix, c'est le quatrième choix, Eden Hazard. Donc, voilà, c'est la réalité du moment. Et j'espère sincèrement, pour lui d'abord, pour nous ensuite, qu'il va pouvoir de nouveau jouer libéré et de nouveau d'être heureux sur un terrain et de ne plus souffrir de pépins physiques. Voilà, mais... Ancelotti qui ne veut pas le laisser partir, le message a été très très clair, Thomas. Oui, on a entendu beaucoup de choses du côté de la communication du Real, et donc je ne sais pas s'il faut trop se fier à cette communication-là. Moi, je me fie à ce que j'ai vu hier, et je répète, ce qu'il a fait en deuxième mi-temps n'est pas extraordinaire, mais est intéressant, et ça pourrait être un feu de paille, comme ça pourrait être le début de quelque chose. Mais voilà, moi, je lui souhaite de parvenir à, comme on le disait, à se réinventer. C'est la seule manière, s'il veut pouvoir encore continuer à jouer à un certain niveau, c'est ça. Et je trouve qu'il y avait des signes dans la deuxième mi-temps d'hier où on voyait un Eden qui parvenait à avoir un impact sur le match. Parce que c'est surtout ça. Moi, son dernier match que j'ai vu, et c'était son dernier match où il était titulaire, c'est contre l'Estonie. Et là, finalement, on se rendait compte qu'il ne parvenait plus à avoir un impact sur le jeu, même avec les Diables. Or, avec les Diables, là, on n'a pas l'excuse que oui, mais ils vont pas le chercher et on joue pas avec lui. Non, là, tout le monde allait le chercher encore et il ne parvenait plus à faire les différences. Donc voilà, là, hier, il est parvenu encore à avoir cet impact-là sur le match. On termine avec Silvio, avant de refermer cette émission. Oui, Eden aussi il doit se réinventer, comme dit Thomas, parce que au Real, on lui demande de défendre aussi. Tu sais, en équipe nationale, on lui demande pas de défendre. Donc ça, c'est une grosse différence aussi. Et pourquoi il ne joue pas aujourd'hui au Real ? C'est aussi dû à ça. Le Real ne peut pas se permettre d'avoir deux joueurs qui ne défendent pas dans l'équipe. Et donc, c'est ce qui lui coûte. Après, physiquement, il a des blessures, mais ça vient aussi du fait qu'il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait dans sa carrière. Il n'a jamais défendu. À Chelsea, il n'a jamais défendu. Le système était comme ça. Donc, d'un côté, ton corps n'est pas habitué à faire certains efforts. Et c'est vrai qu'à un certain moment, quand il a la balle au pied et qu'il est fatigué, qu'il a défendu, il n'est plus aussi frais, c'est peut-être pour ça qu'il ne fait plus la différence. C'est la période des fêtes, des sapins de Noël, des boules de Noël. Si vous avez l'occasion, sur cette première partie de saison, de ne prendre qu'une seule boule avec un visage des Diables Rouges, votre Diable Rouge de l'année, ce serait quelle boule ? Je pose la question. Pour refermer cette émission, Thomas. La boule Courtois. La boule Courtois. Ah, il n'y a plus de boule Courtois, alors, non, visiblement, dans le pot. Il faudra peut-être faire un autre choix, Silvio. Vincenzo. Pas la boule de l'UEFA, en tout cas. Ils ont fait parler. Ouais, c'est difficile, honnêtement. Si on ne peut pas prendre Courtois, voilà, la boule de la révélation, Saelemaekers, je dirais ça. Silvio. Castagne. Voilà. Voilà, c'était mon top 3 en fait des Diables, c'était Courtois, Castagne et Saelemaekers. Eh bien, le sapin d'Eleven Insiders a désormais 3 boules. Rendez-vous la saison prochaine. Non, mais l'année prochaine, oui, en 2022, à partir du mois de janvier. Merci pour votre fidélité et de nous écouter aussi sur Spotify, sur YouTube et autres. Bonnes fêtes, messieurs. Merci. Que tout aille bien. Ciao, ciao. Et à l'année prochaine. Salut. Bonne fête.